Bonjour à tous. C'est un grand privilège d'être devant vous aujourd'hui. Je me présente, Delphine Dupeux. Je travaille comme directrice en charge des affaires biodiversité à ELO, l'Organisation des propriétaires fonciers européens. Nous sommes basés à Bruxelles et nous sommes à l'origine du label. Quand je dis nous sommes à l'origine du label, c'est dire que mon président, ancien secrétaire général Thierry Delescaille, était à l'origine de l'idée et a construit ce programme depuis déjà plus de 20 ans. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit passer les slides. Voilà. Donc, un label qui existe depuis 20 ans et qui accompagne les gestionnaires de territoire pour, avant tout, agir pour la biodiversité. C'est ça qui nous rassemble tous, comprendre et promouvoir sa conservation. Également, améliorer la gestion, trouver des outils qui nous permettent de faire que la qualité de ces pratiques sont vraiment sur le terrain. Et mieux décrypter l'Union européenne, ce n'est pas toujours simple, et ses législations, transformer les politiques environnementales et autres d'ailleurs en opportunités plutôt qu'en contraintes. Donc c'est les trois grandes lignes qui ont toujours été la base de la construction du label, et ça reste d'actualité même à l'heure actuelle. Et la force du label, c'est que c'est vraiment une construction, un partenariat public et privé. Je pense que la représentation dans cette salle est très révélatrice. Et ça, c'est une force unique. Pourquoi ? Parce qu'on peut montrer qu'il y a des synergies dans les attentes du secteur public et du secteur privé, et intégrer, reconnaître l'action privée aussi dans les politiques publiques. Et donc on est vraiment content de voir qu'en France, c'est vraiment un partenariat d'excellence avec cette construction OFB, FNC, Fondation Sommaire. Et pour nous, ça c'est vraiment un modèle à suivre. Voilà. Merci. Donc comment fonctionne le label au niveau européen ? Parce que c'est un label européen, c'est important de le dire. Et il y a un comité de pilotage européen. Les membres sont là parmi vous. Donc a warm welcome also to the European delegates. And thank you for your work. Donc on a des représentants, des délégations de tous les pays qui siègent dans ce comité de pilotage. Et ce comité de pilotage est responsable de prendre des décisions sur le programme, d'assurer la gestion des projets, et de faire un suivi des avancements et des stratégies, notamment aussi sur la méthodologie. Vous savez qu'on a un cahier des charges qu'on doit suivre, et donc on le fait aussi, on l'adapte aux évolutions actuelles. Ça, c'est très important. Et donc il sert de chambre d'enregistrement, on va dire, des labels. On travaille de manière décentralisée, c'est-à-dire que nous faisons confiance aux délégations nationales. Elles ont chacun un comité de pilotage au niveau national. J'ai moi-même participé à la construction du comité de pilotage en France, et c'était vraiment très, très intéressant. Et donc, on fait toute confiance à ces délégations pour elles-mêmes entériner les territoires, et le comité européen est là pour valider, en fait. Voilà. Et donc, ELO agit comme un bureau un peu ex officio, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on est chargé de coordonner, on a un secrétariat européen. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, la force du label, c'est que du fait qu'on soit basé à Bruxelles et que nous travaillons au quotidien dans le cadre des politiques européennes, nous avons essayé d'ancrer le label dans les sujets politiques. Vous avez entendu parler du pacte vert, bien sûr, mais il y a aussi la PAC, la stratégie européenne pour la biodiversité, qui sont vraiment le cœur et le contexte dans lequel on évolue. On met en avant plusieurs enjeux clés, j'en ai ciblé quelques-uns, mais il y en a d'autres sûrement. Bien sûr, les zones protégées, Natura 2000. Presque la moitié de nos labellisés sont dans des zones Natura 2000. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous essayons aussi de travailler dans la direction des AMSES, les fameux AMSES que nous appelons OICM en anglais. Et donc ça, on essaie d'ancrer le label dans cette problématique et de montrer en quoi on peut offrir des solutions sur ces questions. Bien évidemment, la réglementation sur la restauration de la nature, qui est devenue franchement très importante dans le contexte actuel, mais aussi la propagation des espèces exotiques envahissantes. Je pense que le label a un rôle à jouer important sur ces questions-là. La question des plans de gestion, qui est une question aussi centrale pour le label. Le renforcement de la résilience des territoires ruraux face au changement climatique, qui est un nouveau sujet qui est
aussi largement discuté en comité de pilotage. Et nous entrons également dans ces questions de financement, des mécanismes financiers. On a parlé des ORE. Et ça, c'est aussi des questions qu'on promeut au niveau bruxellois et au niveau européen. Slide, s'il vous plaît. Merci. Bon, je vous épargne la méthode de gouvernance, voilà, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une forme de construction solide derrière le label au niveau européen. On a fait en sorte d'avoir des institutions qui prennent des décisions avec quelque chose de démocratisé, de transparent. Donc il y a un niveau européen, un niveau national, il y a des comités européens de pilotage et aussi un comité scientifique européen. Et tout ça est décliné au niveau national. Il y a aussi un processus pour obtenir le label. Donc ça, c'est le macro et le micro. Au niveau micro, Justine nous en dira plus au niveau français comment ça se passe, mais c'est harmonisé au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a une charte pour engager le propriétaire. Et dans un deuxième temps, il doit remplir un cahier des charges, qui est une méthodologie que nous avons développée au niveau européen depuis plus de 20 ans et qui aussi s'adapte. Et très important, les labels sont renouvelables. Donc il y a aussi ce travail de revoir au bout de 5 ans la gestion et de comprendre si elle a été linéaire, en quoi on peut améliorer les choses, est-ce qu'il y a eu des changements. Et je pense que face au changement climatique, on devra de plus en plus exercer cette idée de renouvellement de manière adéquate. Donc ça, c'est aussi un point très important de la labellisation. Slide suivant, merci. Donc, comme vous voyez, la croissance a été exponentielle. Je n'ai pas mis depuis le départ exprès parce que bon, ça faisait beaucoup d'années. Mais bon, j'ai fait démarrer à 2016, qui est aussi, je pense, un élément déterminant dans l'expansion. Et nous rentrons de plus en plus de labels. Les choses se portent à merveille. Nous avons un comité pour le pilotage hier où nous avons annoncé qu'il y avait presque une 50aine et de nouveaux labels et de labels renouvelés pour 2024-2025. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Slide suivant. Merci. Donc voilà, le plus large réseau européen de territoires privés. Je pense qu'on peut être fier de ce résultat. Il n'y a pas d'équivalent. Ça, c'est sûr, au niveau de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'on couvre une certaine forme de complémentarité avec la puissance publique. Et ça, je pense que c'est vraiment la force et l'ambition du label est de continuer. Et forcément, ce qui nous caractérise, c'est qu'on accompagne sur le terrain. Ce n'est pas un label théorique pour dire qu'on fait bien sur le principe de la biodiversité. On va sur le terrain, on essaie d'accompagner les gestionnaires de territoire partout en Europe. Et c'est un vrai défi. Les conditions géographiques, le contexte est souvent très différent. Et donc, on essaie de s'adapter et de produire des brochures, des vidéos, des choses qui font qu'on est proche aussi de nos gestionnaires. Et on sait de quoi on parle. Donc, c'est vrai que quand on va au niveau de la Commission européenne ou des parlementaires, on est capable de leur montrer comment leur réglementation ou les mesures qu'ils prennent affectent vraiment les gestionnaires. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et on veut continuer dans cette direction. Vraiment, c'est une collaboration aussi avec la puissance publique. On suit souvent leurs recommandations. Il y a certaines années, ils nous avaient demandé d'être centrés un peu plus sur Natura 2000, de leur faire remonter de l'information. On essaie d'être dans un rapport gagnant-gagnant qui fonctionne assez bien. Donc voilà, c'était la présentation au niveau européen. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je me réjouis de cette journée. Et je donne la parole à ma collaboratrice Justine, qui va vous présenter le label en France. Merci Delphine. Bonjour à tous. Et on va maintenant passer à l'état des lieux du label en France. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Justine Frelard. Je suis animatrice et j'aide Alexandre Chavet sur la coordination du label en France depuis maintenant plus d'1 an et demi. Donc, comme tu as pu le rappeler, Delphine, le label a été créé par ILO en 2005. Il est arrivé dans les années 2010 via l'ONCFS, a été rapidement rejoint par la Fédération nationale des chasseurs. La Fondation François Sommer arrive en 2016 et prend la place de coordinatrice. On voit une réelle dynamique qui se met en place depuis 3-4 ans avec une croissance de 20 à 25 territoires par an labellisés. Cela est dû en raison de moyens mis en place par la Fondation en partie pour l'animation et la coordination du label. Nous sommes aujourd'hui arrivés à 92 sites labellisés pour 29 000 hectares
en septembre 2025. L'objectif est d'atteindre les 100 territoires en décembre. C'est un objectif qui est tout à fait réalisable compte tenu de nombreux dossiers qui sont en cours d'études actuellement. Maintenant, si on se concentre sur la répartition géographique, nous pouvons observer une carte bien plus équilibrée, oui, que les dernières rencontres nationales en 2023. En effet, alors, la carte était davantage tournée vers l'ouest, menée par la région historique qu'est la Normandie, qui continue ses efforts aujourd'hui, notamment dans les départements du Calvados et de la Manche. La région la plus dynamique actuellement est la région des Pays de la Loire, avec 22 territoires labellisés. Maintenant, le travail va se tourner vers l'animation et la reconduction du label, comme tu as pu le dire Delphine, afin de réétudier les dossiers déjà labellisés. Si nous observons le reste de la carte, bien qu'elle soit un petit peu hétérogène, nous pouvons voir donc 17 territoires en Normandie, et puis en Bretagne, Hauts-de-France et en Occitanie, 8 territoires par région. Maintenant, nous avons, pour les besoins du label, réparti les territoires en 3 grandes catégories. En zone humide, sites montagnards et sites en zone humide, forestier et agricole. Cela représente en réalité une diversité d'habitats bien plus grande, sans compter les landes, les garrigues, les tourbières. Voilà. Nous pouvons observer des territoires multifonctionnels et qui ont des profils plutôt variés. Si le plus petit site fait 6 hectares, il s'agit de la tourbière du Couty en Loire, et le plus grand du collectif du Marais de la Dive avec 3780 hectares, la majorité des sites se tournent autour de 130 hectares. Ce sont des sites à taille humaine. Si nous parlons maintenant du profil des lauréats, ils ont comme point commun d'avoir prouvé par leur méthode de gestion un mode de gestion qui permet de concilier biodiversité et activité socio-économique, puisque c'est là le point fort du label. Maintenant, si nous nous concentrons sur les catégories, nous pouvons voir que la majorité des personnes détenant le label sont donc des personnes physiques. Ce sont des hommes et des femmes qui ont montré leur volonté d'adhérer aux valeurs du label et de participer à cette démarche. Nous avons donc 28% de personnes morales. Nous comptons ici les entreprises, les associations, comme les associations des fédérations départementales des chasseurs, la fondation comme celle pour la préservation de la nature, dont nous visiterons un site en Seine-et-Marne demain. Et ensuite, des lycées agricoles. Les lycées agricoles, nous travaillons notamment actuellement sur le déploiement d'une méthode, un kit pédagogique que nous pourrions développer et partager à l'ensemble du réseau des lycées afin de sensibiliser et de former les gestionnaires et environnementalistes de demain. 10% des propriétés sont des propriétés publiques, plus ou moins, puisqu'il s'agit du domaine privé des collectivités. Cela peut être des départements, des communes, et j'en passe. Nous pouvons citer notamment le territoire de Tiblaise, dans le Finistère. Et 8% de ces territoires sont donc des collectifs. Nous entendons par collectif des associations ou des collectifs de propriétaires qui sont animés par une autre structure, qui peut être un GIASC, un ACA, ASA, groupement d'intérêt agro-sylvo-cynégétique, association communale de chasseurs, association syndicale autorisée. Ces différents collectifs, nous pouvons en citer plusieurs, comme le collectif du Marais de la Touque ou de la Dive dans le Calvados. Dans l'ensemble, ces propriétés privées les propriétés privées représentent l'ensemble, l'essentiel du réseau, avec 90% des territoires, donc TFS pour territoire de faune sauvage, et 93% des surfaces. Le label représente différents types de bénéfices pour ces détenteurs. En effet, ils peuvent bénéficier d'une expertise biodiversité. Lorsque les fédérations départementales des chasseurs sont impliquées, elles permettent aux propriétaires et gestionnaires de bénéficier d'un diagnostic écologique de leur site, ce qui leur permet d'avoir une connaissance plus fine des habitats et des espèces et d'adapter leurs mesures de gestion. C'est également une reconnaissance, mais alors une reconnaissance à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux. Tout d'abord, une reconnaissance de l'État, puisque l'Office français de la biodiversité est partie prenante et appuie le processus. C'est également une reconnaissance
vis-à-vis des parties prenantes du propriétaire, vis-à-vis de son fermier, de ses voisins. C'est également ça peut être également un outil, un catalyseur pour les porteurs du label afin de développer une version et une vision plus durable des territoires. On pense notamment à la vallée la Durdan en Seine-Maritime ou le Marais du Vergon dans la Manche qui a fédéré les territoires, les propriétaires autour du label afin de lutter contre une espèce exotique envahissante que vous connaissez tous, la Jussie. Et c'est également une reconnaissance vis-à-vis des élus locaux. Nous pouvons ici citer, encore une fois, le collectif du Marais de la Dive qui a réussi à obtenir une position d'interlocuteur privilégié dans les politiques publiques de l'eau. Mais le président de la Fédération de chasseurs, Jean-Christophe Alloué, pourra nous en parler davantage cet après-midi. C'est également un bénéfice en termes d'animation, puisque, à l'instar des journées comme aujourd'hui, nous favorisons une mise en réseau et des journées techniques, comme celle qui avait pu avoir lieu en Normandie. Nous travaillons également à un dernier volet, c'est l'accès à des projets ou à des financements. Bien qu'il soit en cours de travail, nous encourageons les détenteurs du label à mettre en avant cet argument supplémentaire. D'autres exemples d'animation dans lesquels je ne vais pas rentrer. Nous avons à gauche la journée régionale des Pays de la Loire et plusieurs remises du label en Bretagne et Normandie. Ensuite, nous allons vous montrer un dernier exemple de valorisation des territoires. Il s'agit des films du bouchon réalisés par les films du bouchon, des vidéos qui ont déjà été produites en 2022. Nous avons refait appel à cette entreprise pour mettre en valeur les sites et leur mode de gestion exemplaire. Nous visionnerons donc tout de suite une vidéo de 7 minutes sur le site du domaine équestre des Bachats en Moselle de 90 hectares. Merci.